Mon frère a appelé de l'extérieur en hurlant, « Ouvre. J'ai besoin d'aide tout de suite. » Mais je n'ai pas bougé parce que mon frère était assis juste à côté de moi sur le canapé. Nous avons tous les deux fixé la porte. La voix dehors a crié à nouveau avec sa voix exacte. Nous avons appelé la police. Les coups ont commencé à 21h47, 3 coups violents. Désespéré. Le genre de coup qui vous fait bondir du canapé avant que votre cerveau ne rattrape votre corps. Ouvre. J'ai besoin d'aide tout de suite. La voix de mon frère. La voix de Thomas. La même hauteur. Le même rythme. Même cette légère manière de traîner sur « tout de suite » qu'il a depuis que nous sommes enfants, sauf que Thomas était assis à 1 mètre de moi sur le canapé, une bière à la main, les yeux rivés sur la porte, la bouche fermée. Les coups ont recommencé plus fort. Allez, quelqu'un me poursuit. Ouvre la porte. Ma main s'est dirigée instinctivement vers le verrou. C'est mon frère. C'est Thomas. Il a besoin d'aide. Mais Thomas m'a saisi le bras si fort que ses doigts ont laissé des marques. Ne fais pas ça. Son visage était blanc. Pas blanc de peur. Blanc d'horreur. Le genre de pâleur qu'on a que lorsque la réalité cesse d'avoir un sens. C'est ma voix, a-t-il chuchoté. C'est exactement ma voix. Encore des coups. La porte a tremblé dans son cadre. S'il te plaît, je suis blessé. Pourquoi tu n'ouvres pas la porte? Nous sommes restés figés sur le canapé, le match de basket passant toujours à la télévision derrière nous, tandis que quelqu'un dehors hurlait à l'aide avec la voix volée de mon frère. Et j'ai réalisé à ce moment-là que l'usurpation d'identité que nous pensions avoir réglée il y a 3 semaines n'était que le début. Il faut que je revienne en arrière. Je m'appelle Julien Lefebvre. J'ai 31 ans, je travaille comme comptable pour une entreprise de taille moyenne au centre-ville. Et jusqu'à récemment, mon plus gros problème était de savoir si je devais renouveler mon abonnement à la salle de sport. Thomas est mon frère aîné de 3 ans. Nous avons toujours été proches, avons partagé une chambre en grandissant, sommes allés à la même université, regardons toujours les matchs ensemble tous les dimanches. Il travaille dans la vente de produits pharmaceutiques, gagne bien sa vie, a une de ces vies qui semblent sans effort vues de l'extérieur. Bel appartement, bon travail. Le genre d'assurance facile qui donne envie aux gens d'être avec lui. 3 semaines avant la nuit devant la porte, Thomas m'a appelé à 7 heures du matin. Quelqu'un a vidé mon compte courant. J'étais encore à moitié endormi. Quoi? 10 000 € disparus et mes cartes de crédit sont au plafond, toutes les 3. J'ai des alertes de fraude sur mon téléphone venant de 4 endroits différents. Je me suis assis dans mon lit. Tu as cliqué sur quelque chose? Ouvert un courrier électronique bizarre? Je ne sais pas. Peut-être. Je ne me souviens de rien. En 48 heures, nous avons découvert l'étendue des dégâts. Quelqu'un avait ouvert 2 prêts automobiles au nom de Thomas, une BMW et une Mercedes, 55 000 € de dettes dont il ignorait tout. Ils avaient fait des demandes pour 6 cartes de crédit, changé le mot de passe de son courrier électronique principal, essayé d'accéder à son plan d'épargne retraite. L'enquêtrice des fraudes de sa banque, une femme nommée Sandrine Petit avec 12 ans d'expérience dans les affaires d'usurpation d'identité, nous a dit que c'était sophistiqué. La plupart des voleurs d'identité sont opportunistes, a-t-elle expliqué au téléphone. Ils obtiennent votre numéro de sécurité sociale à partir d'une fuite de données, ouvrent quelques comptes, font quelques dépenses, et passent à autre chose. C'est différent. Celui qui a fait ça avait accès à vos informations personnelles à un niveau granulaire. Question de sécurité. Nom de jeune fille de la mère. Le nom de votre animal de compagnie d'enfance. Comment est-ce possible? Cela pourrait être quelqu'un que vous connaissez. Cela pourrait être un très bon ingénieur social. Quoi qu'il en soit, je recommanderais de déposer une main courante à la police et de geler votre crédit auprès des 3 bureaux immédiatement. Nous avons tout fait correctement. Déposer les rapports, geler le crédit, changer chaque mot de passe pour quelque chose d'aléatoire, mis en place l'authentification à 2 facteurs sur chaque compte, pensez que c'était réglé, pensez que nous en avions fini. La première chose étrange s'est produite 6 jours après que nous ayons gelé le crédit de Thomas. Son patron l'a appelé un samedi matin, la voix tendue par une colère à peine contenue. Thomas, je ne sais pas ce qui se passe avec toi, mais rater 3 réunions clients d'affilée est inacceptable. Le compte Durand a spécifiquement demandé après toi et tu ne t'es pas présenté 2 fois. Thomas était perplexe. Quelle réunion?
Je n'avais rien de prévu. Vérifie ton calendrier. J'ai transféré les invitations moi-même. Thomas a ouvert son calendrier professionnel. Vide. Son patron lui a envoyé par courrier électronique les invitations transférées. 3 réunions, toutes programmées par Thomas Lefebvre via le système interne de l'entreprise. Toutes confirmées par quelqu'un répondant depuis le courrier électronique professionnel de Thomas. Mais Thomas ne les avait pas programmées, ne les avait pas confirmées, ne savait pas qu'elles existaient. Son patron était sceptique, pensait que Thomas couvrait une sorte de crise personnelle, mais a accepté d'examiner la question. Le service informatique n'a rien trouvé. Aucun accès non autorisé au compte de Thomas. Aucune tentative de connexion depuis des endroits inhabituels. Quiconque avait programmé ces réunions l'avait fait depuis l'intérieur du réseau de l'entreprise en utilisant les identifiants de Thomas pendant les heures de bureau normales. Peut-être que tu les as programmés et que tu as oublié. Le type de l'informatique a suggéré que le stress peut faire des choses bizarres à la mémoire. Thomas n'a pas argumenté, mais j'ai vu son visage quand il est rentré à la maison ce soir-là. Il savait qu'il n'avait pas oublié. 4 jours après les réunions fantômes, l'ex-petit ami de Thomas m'a appelé. Pas Thomas. Moi. Julien, j'ai besoin que tu parles à ton frère. La voix de Sophie tremblait. Il faut qu'il arrête de m'appeler. Ça me fait peur. T'appeler ? Thomas ne t'a pas appelé. J'ai des messages vocaux. 12 d'entre eux au cours de la semaine passée à 2h30 du matin, me suppliant de le reprendre, disant qu'il ne peut pas vivre sans moi, disant que s'il ne peut pas m'avoir, personne ne le pourra. Mon estomac s'est noué. Sophie, j'ai besoin que tu m'envoies ces messages vocaux. Elle l'a fait. Je les ai écoutés avec Thomas assis à côté de moi sur mon canapé et nous avons tous les deux écouté en silence tandis que la voix de mon frère, sa voix exacte, chaque inflexion, chaque respiration, chuchotait des choses qu'il n'avait jamais dites. Sophie, s'il te plaît. Je ne suis rien sans toi. Je ferai n'importe quoi. Je serai qui tu veux que je sois. Je te vois. Tu sais, je te regarde marcher jusqu'à ta voiture chaque matin. Cette robe bleue hier était magnifique. Tu ne peux pas m'ignorer pour toujours. Nous sommes faits pour être ensemble. Tu le sais. Thomas tremblait au 3e message vocal. Ce n'est pas moi, a-t-il dit. Je n'ai pas parlé à Sophie depuis 8 mois. Nous avons mis fin aux choses d'un commun accord. Je ne ferai jamais ça. Je sais que c'est ma voix. C'est exactement ma voix. Mais je n'ai rien dit de tout ça. Je ne comprenais pas comment c'était possible. Les imitations vocales étaient une chose, mais ce n'était pas une imitation. C'était parfait. Chaque respiration, chaque pause, même la façon dont la voix de Thomas devient légèrement plus aiguë quand il est émotif. Nous avons appelé la police, déposé une plainte pour harcèlement au nom de Sophie, et expliqué la situation. L'officier qui a pris notre déposition, un type nommé agent Martin avec une moustache épaisse et des yeux fatigués, a écouté poliment, mais n'avait pas l'air convaincu. Donc, vous dites que quelqu'un passe des appels avec votre voix. Oui. En utilisant une sorte de modificateur de voix. Je ne sais pas comment ils font, mais ces messages vocaux ne sont pas de moi. L'agent Martin a hoché la tête lentement, a pris quelques notes. Nous allons examiner cela, mais sans preuve de qui passe les appels, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Il nous a donné un numéro de dossier et nous a suggéré de prendre un avocat. Une semaine avant la nuit devant la porte, notre mère m'a appelé en pleurant. Julien, je ne sais pas quoi faire. Thomas vient de me demander 4 500 €. J'étais au travail, fixant une feuille de calcul qui semblait soudainement très peu importante. Maman, calme-toi. De quoi parles-tu ? Il a appelé il y a 20 minutes. Il a dit qu'il avait des ennuis. Il a dit qu'il devait de l'argent à des gens très mauvais et que s'il ne les payait pas d'ici vendredi, ils allaient lui faire du mal. Elle sanglotait maintenant. Il avait l'air si effrayé. Julien, il m'a supplié de ne pas te le dire. J'ai regardé à travers le bureau. Mon téléphone a vibré. SMS de Thomas. Et, tu veux aller déjeuner ? J'ai envie de taille. Il était à son bureau au centre-ville en train de déjeuner. Pas en train d'appeler notre mère pour supplier de l'argent. Maman, Thomas est au travail en ce moment. Il ne t'a pas appelé. Il l'a fait. Je lui ai parlé pendant 10 minutes. Il savait des choses. Julien, il a mentionné canaille.
Canaille, notre chien d'enfance, un golden retriever qui est mort quand j'avais 12 ans. Nous n'avions jamais rien posté sur elle en ligne, jamais mentionné son nom nulle part en public. Il a dit qu'il était désolé de ne pas venir plus souvent. Il a dit qu'il m'aimait. Il a pleuré. Julien, il a vraiment pleuré. Mon sang s'est glacé. Maman, écoute-moi très attentivement. N'envoie d'argent nulle part. Ne donne à personne d'informations bancaires ou de numéro de carte de crédit. Quelqu'un se fait passer pour Thomas. Nous ne savons pas qui ni comment, mais ce n'est pas lui. Je te promets que ce n'est pas lui. Après avoir raccroché, j'ai appelé Thomas et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit très doucement, il savait pour Canaille. Je sais. Comment savait-il pour Canaille? Nous ne parlons jamais d'elle. Il n'y a rien en ligne. Comment quelqu'un peut-il connaître le nom de mon chien d'enfance? Je n'avais pas de réponse. Mais pour la première fois, j'ai commencé à me demander si c'était plus qu'un vol d'identité. Cela ressemblait à quelqu'un qui étudiait Thomas, apprenait à le connaître, cataloguait chaque détail de sa vie, devenait lui. Nous avons passé la semaine suivante à prévenir tout le monde, famille, amis, collègues, quiconque pourrait recevoir un appel ou un SMS de Thomas. Nous avons envoyé le même message à tout le monde, quelqu'un se fait passer pour Thomas en utilisant une sorte de technologie vocale avancée. Ne faites confiance à aucun appel téléphonique. N'envoyez pas d'argent. Si vous recevez un appel de Thomas demandant quelque chose d'inhabituel, raccrochez et contactez-nous directement. La plupart des gens étaient compréhensifs. Quelques-uns pensaient que nous étions paranoïaques. Thomas a passé ses contacts en revue de manière obsessionnelle. Anciens collègues, camarades de chambre de l'université, ex-petites amies, quiconque pourrait avoir une rancune contre lui. Rien n'avait de sens. Il n'avait jamais fait de tort grave à personne. N'avait jamais eu d'ennemis. Jamais rien fait qui inspirerait ce genre de harcèlement obsessionnel et méticuleux. Nous avons engagé un détective privé, Pierre Dubois, ancien de la police judiciaire, 22 ans d'expérience dans les fraudes et les affaires de cyberharcèlement. Dubois coûtait cher mais il était minutieux. Il a interrogé Thomas pendant 3 heures, documentant chaque relation, chaque conflit, chaque connaissance occasionnelle qui pourrait avoir accès à des informations personnelles. Voici ce que je peux vous dire, a-t-il déclaré après son enquête initiale. Quiconque fait cela a accès à des informations qui ne sont pas publiquement disponibles. Le nom de votre animal de compagnie d'enfance, votre emploi du temps professionnel, la routine quotidienne de votre ex-petite amie. Ce n'est pas quelqu'un qui a acheté vos données suite à une violation. C'est quelqu'un qui vous observe depuis longtemps. Depuis combien de temps? Des mois, peut-être plus. Les messages vocaux à votre ex sont sophistiqués. La correspondance vocale à elle seule nécessite de nombreux échantillons audio. Cela signifie que quelqu'un vous a enregistré, des appels, peut-être des réunions, peut-être quelque chose dont vous n'avez même pas connaissance. Thomas avait l'air malade. Vous dites que quelqu'un me harcèle? Je dis que quelqu'un vous étudie, construit un profil, collecte des données, et quel que soit son but final, il n'a pas encore fini. La nuit où tout a basculé a commencé calmement. 15 mars, dimanche. Thomas devait aller à une fête chez son collègue Durand, mais il s'était réveillé avec la nausée et avait décidé de ne pas y aller. Viens juste à la maison, lui ai-je dit. On commandera une pizza et on regardera le match. Soirée tranquille. Il est arrivé vers 19h. Nous avons commandé chez Luigi et nous sommes installés sur le canapé. À 21h47, les coups ont commencé. Ouvre. J'ai besoin d'aide tout de suite. La voix de mon frère venant de l'extérieur de ma porte d'entrée, mais mon frère était sur le canapé à côté de moi. Encore des coups, désespérés. Allez, quelqu'un me poursuit. Ouvre la porte. Ma main s'est dirigée vers le verrou. Thomas m'a saisi le bras. Ne fais pas ça. Son visage était blanc. Ses mains tremblaient. C'est ma voix, a-t-il chuchoté. C'est exactement ma voix. Les coups ont continué, plus forts, frénétiques. S'il te plaît, je suis blessé. Pourquoi tu n'ouvres pas la porte? J'ai fixé la porte, puis Thomas, puis de nouveau la porte. La même voix. La même inflexion. La même personne, ou du moins ça en avait l'air. C'est moi, a crié la voix dehors. C'est Thomas. Ouvre cette bon sang de porte.
Thomas a sorti son téléphone. Ses mains tremblaient tellement qu'il l'a presque fait tomber. Il a composé le numéro d'urgence. Quelqu'un est devant la maison de mon frère et prétend être moi, en utilisant ma voix. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un maintenant. L'opératrice, calme, professionnelle, nous a dit de rester à l'intérieur. De rester loin des fenêtres. De garder les portes verrouillées. Des unités étaient en route. Les coups ont cessé. Silence. Puis la voix dehors a changé. Plus grave, plus calme, presque amusée. Je sais que vous êtes tous les deux là-dedans. Mon sang s'est glacé. Je peux entendre la télé. Je sais que vous n'êtes allé nulle part ce soir. La prise de Thomas sur mon bras s'est resserrée. Tu n'étais pas censé être à la maison, Thomas. Tu étais censé être au truc de Durand. La fête de Durand. Celle que Thomas avait déclinée à la dernière minute parce qu'il se sentait malade. Quiconque était dehors connaissait son emploi du temps. Savait où il était censé être. Savait que ce soir, en ce moment même, j'étais censé être seul à la maison. Ouvre juste la porte, a dit la voix, plus douce maintenant, presque gentille. Je veux juste parler. On peut arranger ça. Aucun de nous n'a bougé. Je m'entraîne depuis des semaines, à continuer la voix. Presque un murmure maintenant. Je suis devenu vraiment doué pour être toi. Une pause. Meilleur que toi. Honnêtement, les gens m'aiment plus. Ta mère était si heureuse d'avoir de mes nouvelles la semaine dernière. Elle a dit que je ressemblais plus au vieux Thomas. Celui d'avant, que tu sois si occupé et que tu oublies tous ceux qui t'aimaient. Thomas a émis un son comme s'il avait reçu un coup de poing. Ton ex te manque, d'ailleurs. Le vrai toi, pas celui qui a oublié son anniversaire 3 années de suite. Je m'en suis souvenu. Je l'ai appelée. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle ne savait pas que tu pouvais être si attentionné. Des lumières bleues et rouges ont soudainement inondé la pièce à travers les rideaux. 2 voitures de police. Pas de sirène. Ils étaient arrivés en silence. La voix dehors a juré. Nous avons entendu des bruits de pas courants puis des cris. Des officiers hurlant des ordres. Un bruit sourd. Quelqu'un frappant le sol durement. J'ai finalement regardé par la fenêtre. Face contre terre sur ma pelouse. Les mains menottées dans le dos. Je l'ai reconnu immédiatement. Lucas Moreau. Je connaissais Lucas, pas bien. C'était un collègue de Thomas. Pas le mien, mais je l'avais rencontré quelques fois lors d'événements d'entreprise. Un type calme, du service informatique, toujours à rôder en marge des conversations, riant un peu trop fort aux blagues des autres. Thomas l'avait mentionné 1 ou 2 fois, disant que Lucas était serviable quand il avait besoin d'assistance technique, mais quelque chose chez lui semblait bizarre, trop empressé, trop intéressé par la vie personnelle de Thomas. Il posait des questions qui donnaient l'impression qu'il cataloguait des informations plutôt que de faire la conversation. Il veut toujours tout savoir sur mon week-end, avait dit Thomas une fois. Pas d'une manière amicale, d'une manière spécifique, comme s'il prenait des notes. Nous en avions ri, nous avions balayé ça. C'était une erreur. La police a traité Lucas sur les lieux. Quand ils l'ont remis sur pied, il a regardé vers la fenêtre où Thomas et moi observions et a souri. J'étais si près, a-t-il crié. Encore 5 minutes et j'aurais tout eu. Les officiers l'ont poussé vers la voiture de patrouille, mais Lucas n'avait pas fini. Vous ne comprenez pas. Je rendais sa vie meilleure. Tout le monde m'aime plus que lui. Sa mère m'aime. Sa petite amie veut que je revienne. Son patron pense que je suis plus fiable. Je suis le meilleur Thomas. Ils l'ont poussé sur la banquette arrière. Son téléphone était toujours dans sa main quand ils l'ont attrapé. L'écran était allumé, une application de clonage vocal en cours d'exécution, prête à parler avec la voix parfaite de mon frère. L'enquête a pris 3 mois. La commissaire Laurence Bertin, sans lien de parenté avec notre détective privé, a dirigé l'affaire. 23 ans dans la police, spécialisée dans le cyberharcèlement et les crimes facilités par la technologie. Ce qu'elle a découvert était pire que tout ce que nous avions imaginé. Lucas Moreau harcelait Thomas depuis 18 mois. Il avait commencé au service informatique, où il avait un accès légitime au système de l'entreprise. Il avait configuré le téléphone professionnel de Thomas, configuré son courrier électronique, l'avait aidé à résoudre des problèmes informatiques. Chaque interaction lui donnait plus d'accès, plus d'informations,
plus de morceaux de la vie de Thomas à collecter. Il avait installé un logiciel de surveillance sur l'ordinateur professionnel de Thomas, des enregistreurs de frappe qui capturaient chaque mot de passe, chaque courrier électronique, chaque message instantané, un logiciel d'enregistrement d'écran qui documentait toute la vie numérique de Thomas. Il avait accédé au courrier électronique personnel de Thomas via des liens de réinitialisation de mots de passe récupérés. De là, il était entré dans les réseaux sociaux, les applications bancaires et le stockage en nuage. Chaque photo que Thomas avait prise, chaque SMS qu'il avait envoyé, chaque message vocal qu'il avait laissé. Lucas avait construit une base de données. Nous avons trouvé plus de 8000 clips audio sur son disque dur, nous a dit la commissaire Bertin lors d'un briefing. Extraits d'appels téléphoniques, de messages vocaux, de conversations vidéo. Il utilisait un logiciel de clonage vocal par intelligence artificielle pour synthétiser la voix de votre frère à partir de ces échantillons. La technologie est devenue effrayante ces dernières années. Avec suffisamment de données d'entraînement, c'est pratiquement impossible à distinguer de la réalité. Et les informations personnelles ? Ai-je demandé. Le nom de notre chien, le numéro de téléphone de notre mère. Il avait des dossiers sur toute votre famille. L'adresse de votre mère, son numéro de téléphone, son emploi du temps quotidien, vos antécédents professionnels, votre statut relationnel, vos restaurants préférés. Il construisait des profils depuis plus d'1 an, recoupant tout, cherchant des vulnérabilités. Thomas était pâle. Pourquoi ? La commissaire Bertin a hésité. Nous avons trouvé des journaux, a-t-elle dit prudemment. Écrits à la main. Remontant à 18 mois. Lucas documentait tout. Ses observations sur vous, ses améliorations de votre personnalité, ses plans. Des plans pourquoi ? Pour devenir vous. Littéralement, il voulait s'emparer de votre vie. Elle a fait une pause. Dans ses journaux, il écrivait que vous ne méritiez pas ce que vous aviez. Le travail, l'appartement, la famille qui vous aimait. Il pensait qu'il pouvait faire mieux. Être un meilleur fils, un meilleur petit ami, une meilleure version de vous. Les mains de Thomas tremblaient. Il allait tout prendre. Bertin a continué. Il avait déjà posé les bases, le vol d'identité, les prêts automobiles, les fausses réunions pour nuire à votre réputation au travail. Son plan était de détruire votre crédibilité, de vous isoler de tous ceux qui vous faisaient confiance, et ensuite d'entrer dans votre vie pendant que vous étiez trop endommagé pour riposter. Et ce soir. Ce soir était censé être l'étape finale. Il savait que vous seriez à la fête de Durand. Il allait se présenter chez votre frère en prétendant être vous en détresse. Entrez. Faire tout ce qu'il fallait pour prendre votre place de façon permanente. J'avais la nausée. Que veut dire de façon permanente ? La commissaire Bertin n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Lucas Moreau a été inculpé de 18 chefs d'accusation couvrant le vol d'identité, la fraude, le harcèlement, l'usurpation d'identité criminelle et la tentative de violation de domicile. Le procureur Antoine Mercier, a soutenu avec succès que Lucas posait un risque extrême et devait être détenu sans caution. Cet accusé n'a pas seulement volé un numéro de carte de crédit, a déclaré Mercier au juge lors de l'audience de détention. Il a systématiquement tenté d'effacer un autre être humain et de le remplacer. Le niveau de planification, la durée, la sophistication psychologique. C'est l'un des cas les plus troublants de crimes basés sur l'identité que j'ai vu en 20 ans. L'avocat commis d'office de Lucas a essayé de plaider des problèmes de santé mentale, mais les journaux ont sapé toute affirmation selon laquelle Lucas ne comprenait pas ce qu'il faisait. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il en avait été fier. Le procès a duré 2 semaines. Lucas a témoigné pour sa propre défense contre l'avis de son avocat. C'était un désastre. À la barre, il ne pouvait pas s'arrêter de parler de combien il était meilleur que Thomas, comment Thomas gâchait ses opportunités, comment leur mère méritait un fils qui appelait plus souvent. Comment Sophie méritait quelqu'un qui se souvenait de son anniversaire. Je n'essayais de blesser personne, a insisté Lucas. J'essayais d'aider. Thomas n'apprécie pas ce qu'il a. Moi, je l'aurais apprécié. J'aurais tout fait correctement. Le procureur a posé une dernière question. Monsieur Moreau, que comptiez-vous faire si Julien Lefebvre avait ouvert cette porte ? L'avocat de Lucas a fait objection. Le juge l'a rejeté. Lucas a souri. J'allais expliquer. Lui montrer à quel point je suis meilleur. L'aider à comprendre qu'il était temps pour Thomas de s'en aller et pour moi de prendre le relais.
Et s'il n'était pas d'accord? Le sourire de Lucas s'est effacé. Alors je l'aurais forcé à être d'accord. Le jury a délibéré pendant 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Lucas Moreau a été condamné à 23 ans de prison avec évaluation psychologique obligatoire et sans possibilité de libération conditionnelle pendant au moins